Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce nouveau webinaire de Usareaa, cette fois-ci dédié au suivi post-production et à l'aptitude à l'utilisation. Euh, donc pour me présenter rapidement, donc moi c'est Amandine Broussier, donc spécialiste en aptitude et à l'utilisation depuis 10 ans. Donc j'ai accompagné une trentaine de fabricants, que ce soit pour le marquage CE ou l'autorisation FDA de leurs dispositifs médicaux. Et j'ai cofondé donc la société Usareaa, dans laquelle on accompagne les fabricants dans la mise sur le marché de dispositifs sûrs, tout en répondant aux exigences réglementaires pour le marquage CE et l'autorisation FDA. Donc au niveau de notre offre, très rapidement, donc forcément des prestations en aptitude à l'utilisation, sur toutes les phases du processus, que ce soit pour le marquage CE ou la FDA. On fait également de la formation sur la norme 62366. On fait également de la recherche utilisateur, donc plutôt pour tout ce qui va être hors dispositif médical, donc application de santé ou autre, pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs et concevoir des solutions adaptées. Et on fait également de la conception d'interfaces numériques via du maquettage et de la conception d'interfaces type notice utilisateur. Donc, pour revoir rapidement, très rapidement, ce qu'est l'aptitude à l'utilisation, donc si on prend la norme 62366-1, qui est la norme de référence européenne au niveau aptitude à l'utilisation, c'est défini comme la caractéristique de l'interface utilisateur qui facilite l'utilisation et établit ainsi l'efficacité, l'efficience et la satisfaction de l'utilisateur dans l'environnement d'utilisation prévu. Si on schématise un petit peu les choses, quand on utilise un dispositif médical, on doit prendre en compte un environnement d'utilisation, un utilisateur, une interface et assembler le tout pour mener à une utilisation correcte, donc une utilisation qui sera efficace et sécurisée, et éviter tout ce qu'on va appeler erreur d'utilisation, qui serait une utilisation non efficace et surtout une utilisation qui mettrait en danger l'utilisateur ou le patient. Donc si on entre dans le vif du sujet, donc généralement, vous êtes en train d'analyser vos données post-production quand soudain, vous avez des réclamations du type: «L'appareil ne fonctionne pas», qui vont peut-être cacher en réalité une mauvaise interprétation d'un écran. Vous allez avoir des incidents évités de justesse jamais remontés car il n'y a pas eu de dommage. Jusqu'au jour où il y a un dommage, on va vous dire: «Mais si, nous, on l'a déjà eu 30 fois cet événement-là», mais ils l'ont jamais remonté auparavant. Vous allez avoir des plaintes récurrentes de demandes de formation ou de support technique. Ou des fois des cas isolés surinterprétés comme un défaut de conception, c'est-à-dire que l'événement va apparaître une fois en 5 ans et vous allez vous dire qu'il faut refaire toute la conception de votre dispositif alors que c'était un cas isolé. Et donc pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien parce que ce qu'on observe généralement chez, les fabricants, c'est que les données de post-production existent déjà, mais elles sont rarement collectées avec assez de contexte pour conclure si l'événement est lié à de l'aptitude à l'utilisation ou non. Généralement, ce qu'on voit dans les dossiers, c'est une liste d'événements, mais personne ne sait vraiment les catégoriser, nous dire si c'est lié à l'interface, si c'est lié à l'aptitude à l'utilisation ou non. Au niveau du socle réglementaire, bon, on ne va pas passer en détail tous les articles, mais juste pour les petites références réglementaires, au niveau du MDR, c'est l'article 83 qui va nous dire que les fabricants doivent concevoir, établir, documenter et appliquer et maintenir un système de surveillance après commercialisation pour collecter des données pertinentes sur la qualité, les performances et la sécurité d'un dispositif pendant toute sa durée de vie. Également, au sein de cet article 83, on va nous dire que ces données sont particulièrement utilisées pour beaucoup de choses. Et d'un point de vue usability, on a notamment la sous-puce numéro B qui va nous dire que c'est utilisé pour actualiser les informations sur la conception et la fabrication, la notice d'utilisation et l'étiquetage. Donc tout ça, ça fait partie de l'interface utilisateur, donc c'est relié à l'aptitude à l'utilisation. Et la puce numéro F va nous dire de répertorier les possibilités d'amélioration de la facilité d'utilisation, des performances et de la sécurité du dispositif. Si on prend même la version anglaise du MDR, on nous dit clairement que c'est pour améliorer la usability du dispositif. Et toujours cet article 83 nous dit que si on identifie des mesures préventives ou correctives, ou les deux, si elles sont nécessaires, alors il faut appliquer les mesures appropriées et en informer les autorités compétentes. L'article 84 nous dit également qu'il faut établir un plan de surveillance post-marché et l'article 85 qu'il faut faire un rapport de surveillance post-marché. D'un point de vue du IVDR, c'est exactement les mêmes textes, sauf que cette fois-ci, ça va être l'article 78, donc la même chose, concevoir, documenter,
un suivi après commercialisation et on retrouve exactement les 2 mêmes informations d'un point de vue usability qui sont d'actualiser pardon, les informations sur la conception et la fabrication, sur la notice et l'étiquetage et de répertorier les possibilités d'amélioration de la facilité d'utilisation et de sa sécurité. Et idem, s'il y a des mesures à mettre en place, il faut les mettre en place. On doit également faire un plan de surveillance post-marché suivant l'article 79 et un rapport si on en suit l'article 80. D'un point de vue purement 62.366, hein, donc norme de référence d'actualisation en Europe, il faut savoir que la surveillance post-production n'est pas une phase obligatoire du processus tel que décrit dans la 62.366-1, qui est vraiment le socle normatif. Donc la surveillance post-production va être rapidement mentionnée, mais elle ne fait pas partie des étapes obligatoires. En revanche, on va avoir le guide technique 62.366-2 qui lui va nous apporter un peu plus de détails, notamment avec la section 19 de la norme. Bon, pareil, on va pas passer tout le texte en détail, hein, mais qui va nous dire que la surveillance post-production est requise par le processus de gestion des risques suivant la 14971, que ça nous permet d'obtenir beaucoup d'informations et de données pour les activités liées à la usability. Et que enfin, normalement, tout ce qui va être erreur d'utilisation, et cetera, doivent avoir été identifiés lors des évaluations liées à la usability, mais malheureusement, certaines peuvent passer au travers. On peut ne pas les avoir identifiées auparavant et de mettre en place un suivi post-production peut nous permettre de les identifier, de mettre des mesures en place pour éviter qu'elles arrivent. Mais là où le suivi post-production est très intéressant d'un point de vue 62.366, c'est également pour tout ce qui va être annexe C. Donc l'annexe C de la norme, c'est quoi? C'est une annexe créée spécifiquement pour ce qu'on appelle les YOUP. Donc les YOUP, c'est tout ce qui va être interface inconnue vis-à-vis du processus d'actualisation. Donc c'est les interfaces développées et commercialisées avant l'apparition de la norme, donc décembre 2015, et pour lesquelles on n'a aucun enregistrement ou aucun processus d'aptitude à l'utilisation qui a été mis en place. De ce fait, pour ces dispositifs ou ces interfaces, puisque ça peut être juste une partie de l'interface, hein, c'est pas forcément tout le dispositif, on peut mettre en place un processus simplifié et ce processus, pour conclure sur l'application, se base notamment sur les données post-production. Donc si on a des bonnes données post-production, alors on a de quoi, former un dossier suivant l'annexe C, alors que s'il nous manque des données, on va devoir aller en collecter de manière additionnelle. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est important et on ne sait pas de quoi seront faites les futures évolutions réglementaires. Donc, peut-être que dans 15-30 ans, ce sera des nouveaux types de YOUP et que les informations post-production seront essentielles. Donc, c'est aussi pour ces parties que c'est important de faire du post-production. Donc, il faut savoir que d'un point de vue post-production et usability, la référence à utiliser, c'est un standard américain, c'est la TIR 50 2014 qui a été révisée récemment, donc en 2025. Elle est même référencée hein, dans la 62.366-2. Donc c'est vraiment la référence qu'on va suivre, c'est une guidance spécifique sur la gestion des erreurs d'utilisation en post-market. Cette norme, ce qu'elle va nous dire, c'est qu'on a tout un processus à suivre. Donc, on déploie sa solution sur le marché. Ce qu'ils appellent flux clinique, alors bon, il faut savoir qu'on a fait une traduction française assez littérale de ce standard, donc des fois les termes ne sont peut-être pas les plus appropriés, mais ce qu'ils appellent flux clinique, globalement, c'est l'utilisation, hein. On va observer que l'expérience ne répond pas aux attentes. Il va y avoir un signalement au fabricant. Et après, le fabricant va recevoir l'événement, il va le trier, l'analyser, potentiellement mettre en place des actions, puisqu'on va voir après qu'on n'est pas toujours obligé de mettre en place des actions, et faire de la surveillance et une analyse des tendances des événements remontés. Ce qui est important et ce qui est vraiment la base, c'est de définir ce qu'on cherche. Et c'est donc de distinguer ce qui est un vrai signal usability, ce qui peut vraiment être de la usability, et le distinguer de ce qui est un bruit terrain, juste une remontée terrain un peu anecdotique. Un signal usability, on va avoir tendance à dire que ça va être vraiment une information terrain qui va suggérer qu'un utilisateur, dans un contexte d'usage réel, a une difficulté, une incompréhension, une action inattendue, une omission, un contournement, une insatisfaction liée à l'interaction avec le dispositif, mais également avec sa documentation, avec la formation, avec le packaging, avec l'environnement d'usage ou le flux de travail associé au dispositif. Ce qu'on va avoir tendance à observer,
ça va être différentes catégories. Donc, il faut savoir que les 3 premières catégories, donc use error, close call et use difficulty, sont vraiment des catégories normatives. C'est ce qu'on va venir nous observer, en tout cas lors des évaluations sommatives notamment. Donc les erreurs d'utilisation ou use error qui sont les actions ou absences d'actions différentes de celles attendues, que ce soit par le fabricant ou pour l'utilisateur, et qui vont mener à un résultat différent de celui attendu. Et c'est des erreurs qui ne sont pas causées par des défaillances produits. C'est vraiment des erreurs liées à de l'utilisation. Typiquement, ça peut être une mauvaise programmation d'un débit car l'écran prête à confusion. On n'arrive pas à distinguer les unités, on va programmer dans la mauvaise unité notamment. Eh bien, c'est potentiellement dû à l'écran et à son ergonomie. Ensuite, on va voir la catégorie des close calls ou presque erreurs, où là, on est dans des cas dans lesquels un utilisateur est sur le point de commettre une erreur d'utilisation lors de la réalisation de la tâche, mais il va se reprendre à temps et ne pas la commettre. Typiquement, il sélectionne le mauvais mode, mais s'en rend compte avant d'appuyer sur Start, par exemple, où il va avoir programmé un mauvais débit, mais au moment de valider, il se rend compte qu'il a fait une erreur dans son débit et il va le corriger. Mais ça, c'est quand même des signaux importants puisque ça montre que peut-être que l'intuitivité n'était pas optimale et que dans certains cas, le risque pourrait être rencontré. Ensuite, on va voir tout ce qui est difficulté d'utilisation. Donc là, ça va plutôt être de la difficulté, de l'hésitation, des besoins d'aide, mais non liés directement à des erreurs ou à des risques. Typiquement, c'est l'utilisateur qui va vous dire qu'ils doivent toujours appeler le support pour comprendre le message. Ça montre bien que, OK, c'est pas un risque direct, mais en revanche, il y a un petit problème d'intuitivité si on a besoin d'appeler le support à chaque fois qu'on veut réaliser l'action. Et ensuite, les 2 dernières catégories, donc elles ne sont pas normatives. Ça va plutôt être de l'insatisfaction utilisateur avec une charge cognitive qui est élevée, une insatisfaction, même s'il y a pas de risque immédiat. Ça va par exemple, être l'utilisateur qui va vous dire: «L'alarme est trop fréquente, on finit par l'ignorer». Sur le coup, on se dit: «Bon, c'est pas très grave», sauf que le jour où c'est une alarme vraiment importante, où le patient peut potentiellement risquer sa vie, si on finit par l'ignorer à chaque fois et à se dire: «Bah non, les alarmes, j'y vais plus, il y en a trop, ça doit être encore pour me dire un truc pas intéressant», potentiellement, ça va mener à un danger très important. Et donc, on a aussi des catégories de bruit de terrain plutôt, où là, ça va vraiment devenir trop vague ou non relié vraiment à une interaction utilisateur exploitable. Et dans ce cas-là, on va pas trop savoir quoi en faire. Typiquement, si on vous dit le produit est nul, si on vous explique pas le contexte, la tâche, l'utilisateur, le résultat ou l'environnement, vous allez jamais pouvoir déterminer si c'est de la usability. Donc ça, c'est plutôt des bruits de terrain. Alors, soit qu'il faut approfondir pour savoir si c'est de la usability, soit à mettre de côté. Pour déterminer si c'est lié à de la usability ou non, généralement, si vous voyez qu'il y a un lien avec l'interface, avec l'information, le packaging, la formation ou si même, c'est juste les étapes de votre dispositif qui ont contribué, alors oui, vous allez pouvoir conclure que c'est généralement lié à de la usability. En revanche, si le contexte manque, si vous il y a quelque chose qui vous fait penser que c'est de la usability, mais que vous n'avez pas tout le contexte, vous allez conclure sur peut-être et vous allez devoir approfondir. Et en revanche, si, c'est une utilisation intentionnellement contraire à un acte malveillant ou une panne purement technique, ou une plainte sans lien direct avec une interaction, vous allez pouvoir l'exclure et vous dire que c'est pas lié à la usability. Il faut savoir que d'un point de vue purement 62.366, on va exclure tout ce qui va être utilisation anormale. Donc tout ce qui va être utilisation intentionnellement contraire, on ne le traite pas d'un point de vue 62.366, on le traite uniquement d'un point de vue 14.971, mais d'un point de vue usability, vous n'avez pas à le traiter. Ce qui est important de se dire, c'est que, un cas isolé, ça peut être un signal fort s'il concerne une tâche critique ou un nouveau scénario dangereux. Vous pouvez vous dire: «OK, oui, l'événement, il est apparu une fois en 5 ans», mais si c'est un événement une fois en 5 ans qui mène à une blessure vraiment très sérieuse, pour le patient, l'utilisateur, voire pire, ça va être quelque chose sur lequel vous allez devoir agir. Et au contraire, parfois, c'est vraiment une série de petits irritants, de petits problèmes qui sont remontés quand même assez régulièrement, une dizaine de fois par an. Vous allez vous dire: «Oui, mais bon, c'est insignifiant comme problème», mais sauf que, par tendance, par répétition, à la fin, ça peut devenir un problème vraiment important, au-delà même de la sécurité, hein. Ça peut être un problème important, d'un point de vue marketing ou autre, où les utilisateurs vont avoir tendance à ne plus utiliser votre dispositif. Et donc au niveau des données à collecter, si on prend la TIR 50, il y a 5 questions vraiment essentielles. La première, c'est de savoir ce qu'il s'est passé. La seconde, de comprendre ce que voulait faire l'utilisateur à l'origine, de savoir ensuite ce qu'il a finalement fait. Est-ce qu'il a opté pour des solutions de contournement? Est-ce que par exemple, du coup, il a utilisé différemment le dispositif de ce qui était prévu?
Est-ce qu'il a lui-même mis des solutions en place? Des fois, c'est à coup de post-it, hein. Si par exemple, votre interface ne rappelait pas la donnée qui était nécessaire, pour le champ d'action suivant, et ben peut-être qu'il se l'est noté sur un post-it. Voilà, ça, c'est important de le comprendre aussi. C'est également, très essentiel de comprendre le contexte d'utilisation dans lequel ça s'est déroulé, donc les conditions environnementales, puisque ça peut des fois avoir un impact, hein, que ce soit la température, l'humidité, le bruit, la lumière. Par exemple, une alarme qui n'est pas détectée, bah, potentiellement, c'est dans un environnement très bruyant, et c'est important aussi de comprendre les caractéristiques de l'utilisateur, et enfin de savoir si le patient ou l'opérateur du dispositif a subi un dommage. Ça va quand même vous aider à prioriser, derrière vos actions. Si on découpe un petit peu, hein, au niveau du contexte, ce qu'on va chercher à savoir, c'est le dispositif, sa version, avec si jamais c'est un dispositif qui nécessite des accessoires, quels étaient les accessoires associés? Quels étaient les consommables? Les logiciels? Le lieu? Est-ce que c'était au domicile d'un patient, par exemple? Est-ce que c'était en bloc? Au laboratoire, dans les services d'urgence, dans les ambulances, en ambulatoire? Quel était l'environnement? Donc les conditions lumineuses, les conditions sonores. Est-ce qu'il y avait du stress? Si c'était une opération, par exemple, je dis une bêtise, mais une opération à cœur ouvert, est-ce que ça engendrait plus de stress? Est-ce qu'il y avait des interruptions régulières? Est-ce qu'il y avait du port de protection de personnel? Typiquement, on sait que les gants, bon, maintenant les gants sont de plus en plus fins, donc on a de moins en moins de soucis, mais avant on avait beaucoup de soucis avec les gants et les écrans tactiles. Quel était le temps disponible pour faire l'action? Au niveau de l'utilisateur, est-ce que c'était un professionnel de santé? Est-ce que c'était un patient? Est-ce que c'était un aidant? Est-ce que c'était un technicien? Idem, quelle était son expérience avec le dispositif? Est-ce que c'était un nouvel utilisateur? Est-ce qu'il était expérimenté vis-à-vis de l'utilisation du dispositif? Si jamais c'est un dispositif sur lequel vous formez vos utilisateurs, est-ce qu'il avait bien reçu sa formation ou non? On sait notamment dans les hôpitaux avec tout ce qui est turnover, que les hôpitaux informent pas toujours le fabricant qu'il y a des nouveaux venus et qu'il faut les former. Quelle était la fréquence d'usage? Quelle était la tâche visée? À quel moment, du workflow on était lors de la réalisation de la tâche? Est-ce que c'était une tâche critique ou non? Est-ce que c'est la première utilisation ou est-ce que c'était vraiment un usage très fréquent? Ce qui est important de déterminer aussi, c'est ce que l'utilisateur voulait faire, ce qu'il a réellement fait, ce qu'il pensait que le dispositif ferait, ce que le dispositif a réellement fait, et enfin, quel était le message, l'alarme, l'écran concerné. C'est important aussi de déterminer la conséquence, hein, est-ce que c'était un dommage? Est-ce qu'il y a juste eu un petit retard? Est-ce qu'il y a une perte de données, la répétition de l'action, une annulation totale de l'utilisation, une presque erreur, un besoin d'aide, ou est-ce qu'il y a eu un usage détourné? Et enfin, déterminer la réassurance et la détection. Est-ce que c'était un événement que vous aviez déjà vu? Si oui, par qui? Combien de fois? Comment il avait été détecté? Via le service après-vente, des réclamations, le réseau commercial, et cetera. Là, quand on voit tout ça, ça fait peur. On se dit qu'il y a énormément de choses à collecter. Je vous rassure, ça, c'est vraiment le cas, optimal dans un monde idéal, c'est tout ce qu'on aimerait savoir. Dans la réalité, si vous avez ne serait-ce qu'une information par catégorie, c'est déjà très bien. Le but, c'est d'essayer d'avoir quelque chose que vous pouvez mettre en place et monitorer de manière assez régulière, plutôt que de vous dire: «Je veux le cas parfait» et au final jamais aller jusqu'au bout parce que, on sait tous comment ça se passe, hein. Vous interrogez vos utilisateurs, ils se souviennent plus, ils ont pas le temps, ils ont oublié et donc du coup, vous pouvez rater des informations. Au niveau des sources que vous pouvez utiliser, il y a celles que vous avez déjà de disponibles. Généralement, tous les fabricants collectent déjà les réclamations clients, font des analyses de vigilance et d'incidents, que ce soit sur le dispositif commercialisé ou même sur des dispositifs similaires, ce qui va vous aider à voir si c'est applicable sur votre dispositif. Et même, c'est important aussi de monitorer tout ce qui va être dispositif accessoire, hein, si votre dispositif fonctionne avec d'autres dispositifs. Vous pouvez utiliser tout ce qui va être support technique hotline, service après-vente, les retours des commerciaux. Si jamais vous recevez beaucoup de demandes de formation complémentaires puisque c'était pas clair lors de l'utilisation, ça peut être aussi un signal que, il y a des choses à revoir d'un point de vue usability. Vous pouvez utiliser les retours de vos distributeurs notamment et tout ce qui va être CAPA. Ça, c'est bien pour faire du monitoring classique. Après, ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'être proactif. Vous pouvez notamment, par exemple, faire 5 à 10 entretiens ciblés avec des utilisateurs. Alors, pas toujours, hein, vous pouvez déterminer, je ne sais pas, vous faites 5 à 10 entretiens tous les 2 ans, par exemple, ou tous les ans, en fonction de l'utilisation de votre dispositif et de la disponibilité de vos utilisateurs. Vous pouvez faire un questionnaire très court qui peut déjà être intégré si vous avez un questionnaire déjà existant en post-production. Par questionnaire court, ça peut être même une ou deux questions, tout simplement, que vous intégrez déjà à un flux de questionnaires.
Ça peut être de faire une revue structurée des tickets supports. Donc s'il y a des tickets supports qui reviennent régulièrement, généralement on les traite d'un point de vue purement technique, mais d'aller peut-être se greffer un petit peu dedans et voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait être lié à de l'ergonomie. Dans certains cas, vous pouvez directement aller faire de l'observation sur terrain. Ça peut être difficile à mettre en place, hein, ça dépend du partenariat que vous avez avec certains centres ou autres, mais c'est toujours possible aussi. Ça permet notamment de voir vraiment comment le dispositif est utilisé, s'il est installé là où vous pensez vraiment qu'il était installé, et cetera. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire une revue, des historiques d'usage ou des logs, notamment sur certains dispositifs, hein. Des fois, on a des alarmes qui s'enregistrent au fur et à mesure. À chaque fois que le dispositif sonne, j'ai déjà vu des dispositifs sur lesquels on avait accès aux logs d'alarme et ça nous a permis de remonter à certains problèmes où le patient nous avait dit: «Non, non, j'ai pas eu de problème, j'ai même pas entendu mon alarme» et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'entendait pas ses alarmes la nuit, donc il les traitait pas et ça, c'est en revoyant vraiment, les inputs et les logs qu'on a détecté ces problèmes-là. Vous pouvez aller analyser les remontées terrain et faire des petites études de suivi entre 2. Donc le but, ça va être d'analyser sans faire une usine à gaz. Comme je disais, le but, c'est d'essayer de mettre quelque chose en place et de le suivre. C'est pas de faire la solution parfaite que vous n'allez pas suivre. Donc une fois que vous avez reçu, les rapports d'événements ou les plaintes ou toutes les remontées SAV et cetera, la première chose à faire, ça va être de faire un tri. Au niveau de ce tri, la première étape, c'est de se poser quelques questions. Est-ce que l'événement implique une interaction utilisateur-dispositif? On a bien vu que généralement si la réponse est non, ça va pas être de la usability, vous allez pouvoir l'exclure directement du champ d'analyse. Ensuite, de se demander si l'utilisateur a fait autre chose que ce qui était attendu. Est-ce qu'il y a une incompréhension, une hésitation, un oubli, un besoin d'aide? Hem, Qu'est-ce qui a pu contribuer? Est-ce que c'était une information, une alarme, une commande, un écran, un packaging ou autre? Et enfin, est-ce que l'événement est lié à une tâche critique ou un scénario d'usage dangereux? Est-ce qu'il peut mener à un danger important pour l'utilisateur ou le patient? La seconde étape, c'est que si vous avez identifié des événements sur lesquels vous avez dit oui, alors vous allez pouvoir commencer à les taguer usability. C'est pas définitif, hein, vous pouvez potentiellement avoir identifié un problème qui vous semblait être de la usability de prime abord, et finalement vous décidez que non, c'est pas de la usability. Et ensuite, une fois que vous l'avez tagué, vous essayez de creuser pour voir si est-ce que c'était une erreur d'utilisation? Est-ce que c'était une presque erreur? Est-ce qu'il y avait une difficulté? Est-ce que c'était simplement une insatisfaction? Une fois que vous avez fait ce premier tri, hein, donc je ne sais pas si vous aviez 50 événements et que finalement il n'y en a plus que 3 liés à la usability, déjà ça vous en fait moins à analyser. Vous allez passer à l'analyse. Au niveau de cette analyse, la première question à vous poser, c'est: «Est-ce que mes données sont suffisantes?» Si vos données sont pas suffisantes, que vraiment vous avez aucune information à part, on ignore les alarmes, et ben, ça va être difficile de conclure vraiment sur quel était le problème, il va falloir creuser un petit peu plus. Donc si vous le pouvez, l'objectif c'est d'aller collecter des données complémentaires, donc essayer de contacter cet utilisateur en question pour savoir ce qui s'est passé. C'est pas toujours facile de remonter à l'utilisateur, mais si c'est possible, il faudrait en avoir un petit peu plus d'informations. Si jamais vous n'avez pas de données complémentaires ou si vos données sont suffisantes, on va passer à l'analyse des causes racines. L'analyse des causes racines, c'est vraiment essayer de déterminer ce qui a pu mener à l'événement. Typiquement, l'alarme qu'on finit par ignorer, une des causes généralement qu'on a sur ces événements-là, c'est des alarmes trop fréquentes. C'est-à-dire que le système nous alerte pour tout et pour rien. Donc au bout d'un moment, on n'arrive plus à distinguer si c'est une alerte sérieuse ou autre et on préfère juste les ignorer. Donc là, ça va vous permettre de vous dire: «OK, on a peut-être un problème, d'utilisation puisque on a mis trop d'alarmes au niveau de notre dispositif ou alors on n'a pas différencié assez les niveaux d'alarme, les alertes sont pas assez différentes, donc l'utilisateur pense toujours que c'est quelque chose qui est non grave». Une fois que vous avez fait, votre analyse des causes racines, vous essayez de savoir si ça a un impact sur les risques et si du coup vous devez mettre à jour votre dossier de gestion des risques. Si oui, eh bien vous le faites, donc vous allez, vous faire une action, et si au niveau de votre gestion des risques, il apparaît que vous devez modifier votre interface, bah, potentiellement, vous mettez en place votre action. Sinon, bah, voilà, justement, vous demandez s'il y a des modifications de conception nécessaires. Si la réponse est non, il ne faut pas croire qu'on oublie totalement ce qui s'est passé, hein. On va quand même continuer à suivre, l'événement, voir s'il est réapparaît et si c'est une tendance. C'est-à-dire que si vous l'analysez à l'instant T, mais qu'il était déjà apparu il y a 2 ans, il y a 1 an, c'est bien aussi de voir si c'est récurrent ou non. Donc justement, au niveau de cette surveillance et de cette analyse des tendances,
Il faut voir si c'est un nouvel événement d'utilisation, le documenter, établir un rapport et si les données montrent une tendance, alors vous l'analysez. Mais s'il n'y a pas de tendance, alors vous continuez quand même la surveillance puisque le premier événement, forcément, s'il n'y a pas de tendance, rien ne vous dit que 6 mois après, vous n'allez pas réavoir le même événement. Donc c'est bien de le tracer, encore une fois. Et ce n'est pas parce qu'une donnée n'a pas généré une action immédiate, hein, donc c'est pas parce qu'il y a eu un événement et que vous n'avez fait aucune modification, que vous ne l'avez pas intégré à votre gestion des risques, que vous ne devez plus suivre cette information. Au contraire, c'est le monitoring régulier qui vous permettra vraiment de pouvoir conclure par la suite. Et donc au niveau des actions que vous pouvez réaliser, la première chose à se demander, c'est est-ce que ça déclenche une CAPA? Si jamais vous avez le déclenchement d'une CAPA, alors vous suivez votre processus interne, de gestion des non-conformités, enfin des actions correctives et vous revoyez et vous mettez à jour, votre dossier de gestion des risques. Si jamais il n'y a pas de déclenchement, d'action corrective puisqu'il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire, vous allez, voir s'il y a une nouvelle erreur d'utilisation. Si là, par contre, vous détectez qu'il y a une nouvelle erreur d'utilisation que vous n'aviez pas identifiée au préalable, alors, vous allez dans votre processus interne de CAPA quand même, parce que vous allez devoir mettre à jour votre dossier de gestion des risques. Hem, Si jamais, même s'il y a pas de nouvelle erreur d'utilisation, que vous décidez de faire une modification de la conception, puisque des fois, bah, OK, c'est pas lié à de la sécurité directe, mais ça peut être de la satisfaction utilisateur très importante qui peut mener potentiellement à un abandon d'utilisation de votre dispositif parce que c'est quelque chose qui les embête, et qui impacte leur satisfaction. Et bien alors là, vous allez suivre votre processus de modification de conception, hein, donc votre processus de design change interne. Et si la réponse est non pour tout, vous continuez de faire une surveillance et du suivi de tendance. Est-ce qu'il faut refaire une évaluation? Donc dans le cas où vous avez détecté un problème et vous souhaitez modifier votre interface pour résoudre, ce problème, eh bien, il va falloir analyser votre modification. Donc à ce niveau-là, donc ça, c'est un schéma, de la SDA sur vraiment, un standard, enfin une guidance sur le contenu, des dossiers de facteurs humains dans tout ce qui va être soumission des dossiers. Pour, se représenter rapidement les choses, si c'est une modification sur le dispositif existant, donc ce qui est notre cas ici, la première question à se poser, c'est: est-ce qu'on va changer l'interface utilisateur? Les utilisateurs prévus, hem, l'utilisation du dispositif, l'environnement, est-ce qu'on impacte la formation? Est-ce qu'on impacte tout ce qui va être packaging, étiquetage? Si la réponse est non, côté FDA, on va juste vous dire de faire une conclusion et un sommaire, un résumé vraiment de pourquoi ça n'a pas eu d'impact. Côté Europe, vous pouvez faire la même chose. C'est bien de le tracer, de dire: «On a observé ça en post-production, on a fait une modification. Par contre, on a fait une analyse d'impact. Il y a aucun impact, donc on met pas à jour notre dossier, de usability, on refait pas d'évaluation». Si jamais vous avez modifié un de ces éléments, la question à vous poser ensuite, hem, c'est, d'aller voir votre analyse des risques. Si, vous avez impacté une tâche critique, de votre dispositif, donc ce qu'on entend par tâche critique, hein, ça va être une tâche qui va mener à un danger sérieux pour votre utilisateur. Oui, pour votre utilisateur ou pour le patient. Généralement, si vous avez une catégorisation en 5, pour votre sévérité, on va se dire que critique, c'est généralement 3, 4 et 5. 1 et 2, c'est souvent pas critique, mais tout dépend de votre dispositif. Forcément, si vous êtes sur un dispositif où, le max de criticité, en fait, c'est juste du retard dans l'analyse, vous allez pratiquement rien avoir de critique. Tout dépend vraiment de la classe de votre dispositif et des risques associés. Si jamais, il y a aucun impact sur une tâche critique ou sur un risque, à conséquence élevée, de nouveau, il faut juste faire un rationnel. Côté FDA, on vous dit de faire un rationnel, en disant que oui, on a des modifications, mais il y a aucun impact sur les tâches critiques, donc on estime qu'on n'a pas à refaire de usability. Côté Europe, c'est la même chose, hein, de nouveau, vous dites que vous avez modifié votre interface, vous avez modifié tel composant, mais qu'au regard de votre analyse des risques et de la criticité associée, vous n'avez pas besoin de refaire d'évaluation. Si en revanche, vous avez répondu oui à ces 2 questions et que vous avez changé par exemple votre interface utilisateur et que ça impacte un risque élevé et que ça l'impacte de manière quand même, assez importante, si par exemple vous changez, la tonalité de vos alarmes, ou,
les couleurs de vos alarmes, alors là, potentiellement, vous allez devoir refaire une évaluation de usability. Généralement, une évaluation sommative, hein, donc évaluation de validation, si je puis dire. Côté FDA, ça s'appelle de la validation. Mais voilà, vous allez devoir refaire une évaluation pour évaluer cette modification. Mais il faut savoir que vous ne repartez pas de zéro, puisque les données existantes sur l'interface actuelle restent utiles. Il vous faut comparer l'ancienne et la nouvelle interface. Donc, comme je disais, si aucun nouvel impact n'est identifié, une mise à jour documentaire peut suffire. Ce qu'il faut, c'est toujours la justifier. Et vous avez notamment la notion de cadrage de l'effort d'un point de vue usability, qui va vous dire que vous n'avez pas nécessairement besoin de réévaluer toute l'interface. Et que le périmètre va se limiter uniquement à là où les parties modifiées et aux éléments impactés. Si vous avez par exemple uniquement modifié vos alarmes, eh bien vous allez réévaluer que la partie alarme de votre dispositif. Vous n'allez pas réévaluer tout votre dispositif et tous les risques associés. Et vous allez évaluer uniquement aussi les profils utilisateurs associés à la tâche qui a été impactée. Donc la norme est assez floue quand elle dit la méthode et le niveau d'effort peuvent être adaptés. Ce qu'elle nous dit, c'est que dans les cas où on doit refaire une évaluation, on peut adapter la méthode et le niveau d'effort au dispositif et aux risques associés. Donc généralement, on peut se dire potentiellement, on peut refaire des tests avec moins d'utilisateurs que ce qui est préconisé à la base ou avec des groupes plus restreints. Mais ça dépend beaucoup de votre justification. Pareil pour le nombre de participants, voilà, il faut que ça reste justifié. Si vous apportez une preuve qu'avec, je ne sais pas, 8 participants, vous générez suffisamment de données pour valider l'information, alors ça peut suffire, mais vous devez le justifier. Et voilà, les preuves générées doivent rester suffisantes, tangibles et défendables. C'est pas juste on a fait une modification, du coup on l'a présentée à 2 personnes et hop, on a fait une évaluation. Il faut vraiment justifier votre choix de méthode et votre choix de participants. Et comment intégrer du coup ce suivi post-production usability dans votre documentation? Eh bien, il faut savoir que dans vos documentations, il faut faire un ajout léger. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue quand vous intégrez la usability. Notamment dans vos plans de suivi post-production, c'est d'ajouter les sources usability que vous allez utiliser. Par exemple, si vous faites aussi si vous suivez les dispositifs concurrents, etc., ça peut être intéressant notamment de suivre les événements déclarés dans la base MODE, donc MAUD, DE, de la FDA, où vous pouvez filtrer les événements par catégorie type utilisation et vous tapez le code produit et ça permet de voir toutes les remontées qui sont liées à la usability sur ces dispositifs. N'hésitez pas non plus dans votre plan à intégrer les mots-clés, les critères de tri, que vous allez utiliser, la fréquence de revue. On ne vous demande pas de faire une revue des incidents usability tous les mois. Ça peut être 1 fois par an, ça peut être 1 fois tous les 2 ans, mais l'important, c'est juste de tracer, d'ajouter une petite section dans votre plan de PMS usability et en un paragraphe, des fois ça tient, hein, de dire ce que vous faites d'un point de vue usability. Au niveau de si vous avez une procédure de gestion des remontées terrain, ça peut être bien d'ajouter 1 ou 2 questions liées à l'utilisation et un champ de catégorisation. Donc comme on l'a vu, comment on détermine si ça doit passer dans la usability ou non? Au niveau de votre dossier de gestion des risques, pardon, c'est bien de faire un lien vers les erreurs d'utilisation, les presque erreurs ou les nouvelles situations dangereuses, hein. De se dire que dans le dossier de gestion des risques, on a une partie suivi post-production dans laquelle on s'autorise à observer de nouvelles erreurs d'utilisation, des presque erreurs, des nouvelles situations dangereuses lors de la mise sur le marché et que tout ça sera réintégré dans notre analyse des risques. Enfin, dans votre dossier d'aptitude à l'utilisation, n'hésitez pas non plus à ajouter une section post-market usability feedback. Si ça se trouve, vous allez jamais la remplir parce qu'il y aura jamais d'informations liées à la usability qui va remonter sur le terrain. Mais, vous pouvez toujours la prévoir et quand vous revoyez vos dossiers, d'ajouter, je sais pas, admettons que c'est 1 fois par an, d'ajouter: «Cette année, il n'y a eu aucune information». Par exemple, vous pouvez mettre un tableau avec le nombre de remontées usability par année et vous mettez qu'il y a 0 remontée. Et pareil au niveau de votre rapport, de suivi post-production, de faire un résumé des tendances usability, des actions ou alors de justifier qu'il y a aucune action. Donc dans votre plan, vous dites ce que vous allez suivre, en suivi post-production et dans votre rapport de mettre chaque année s'il y a eu des choses, le nombre de remontées et s'il y a eu des remontées, quelles actions ont été mises en place suivant ces remontées. Mais l'important c'est plutôt de tracer, les choses.
Ce qui est aussi important, c'est de se dire de s'intégrer dans les outils que vous avez déjà et qui existent déjà. Si on crée des outils usability séparés, donc si on crée une procédure de gestion, de suivi post-production spéciale usability, alors vous allez avoir des redondances, des incohérences puisque, bah, il faut que tout le monde soit au courant, il faut que les personnes en charge du suivi post-production soient au courant qu'il y a aussi un dossier usability, et elles peuvent oublier de vous transmettre des informations ou autres. Donc le but, vraiment, c'est de tout intégrer dans vos processus existants, que ce soit vos processus de gestion des risques, vos processus de, design control ou de suivi post-production. Et en fonction de l'application, donc qui doit être impliqué dans, le suivi post-production? Eh bien, c'est tout le monde. Ce que va nous dire la TIR 50, hein, c'est que, si je résume, pour déterminer les causes racines, c'est bien d'avoir une équipe pluridisciplinaire, notamment en ayant, bah, des spécialistes en facteurs humains, des représentants de la qualité, de la gestion des réclamations, des affaires médicales ou du développement de produits. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisque chacun va avoir un rôle différent. Au niveau des personnes en charge de la qualité, de gestion des remontées, incidents, c'est les personnes qui vont capter et coder les événements. Donc c'est eux qui vont potentiellement dire si c'est de la usability ou non. Hem, Au niveau des personnes en charge du suivi post-production, ça va être ces personnes qui vont structurer les sources, les rapports, qui peuvent également coder les événements, à dire si c'est de la usability ou non. Il va falloir que l'équipe risque soit impactée pour évaluer l'impact risque, bien évidemment. Si jamais en interne vous avez des spécialistes facteurs humains, eh bien, ça va être eux qui vont pouvoir analyser l'interaction, les facteurs contributifs et les causes racines. Bon, si vous n'avez pas d'expertise facteur humain, c'est pas grave, ça peut être les personnes qui ont réalisé le dossier d'usability du produit. Les personnes du support, de la formation, du SAV, eux vont vous apporter peut-être plus de contexte réel, capter les événements. Eux vont connaître les centres, par exemple, qui vous ont fait les remontées, donc pouvoir vous dire: «Oui, mais eux ont une installation différente, ils avaient eu telle question lors de la formation» ou autre, donc ça peut vous apporter des informations. Tout ce qui va être R&D produit, ben, sont acteurs principaux de tout ce qui va être change control, donc c'est eux qui vont vous aider à évaluer les actions de conception, s'il y a besoin de faire des modifications d'interface. Et enfin, l'équipe médicale et clinique va vous aider à évaluer les conséquences cliniques, heu, qui peuvent survenir lors de la remontée des incidents. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Après, encore une fois, ça c'est la théorie, c'est le monde parfait, on arrive à réunir tout le monde. Le but, c'est d'avoir au moins un responsable par gros processus impliqué, donc au moins un responsable risque, un responsable R&D, c'est toujours intéressant et un responsable, vraiment de gestion des événements post-production. Et pourquoi c'est utile, au-delà même de la conformité, de faire du suivi post-production et de l'intégrer dans l'actualisation? Ça peut vous permettre de réduire les appels support. Si jamais il y avait une information qui était pas claire et il y avait beaucoup d'appels au support pour dire: «Comment je fais quand, j'ai tel écran?» potentiellement ça peut vous permettre de réduire ces appels support, d'améliorer la satisfaction utilisateur, de détecter des problèmes avant incident. Comme je le disais, parfois il y a des petits problèmes qu'on détecte en amont qui ne mène pas directement à un incident pardon, mais jusqu'au jour où, bah, malheureusement ça va mal se passer et il y aura un incident. Potentiellement qui dit incident, dit dommage, dit, retrait du marché, hein, potentiellement. Ça va vous permettre aussi de prioriser les améliorations produits. Des fois vous identifiez des améliorations produits et vous les repoussez et cetera. Si en revanche vous avez dans l'année 50 plaintes, liées à ce problème-là, peut-être que vous allez le mettre, plus en avant que les autres. Ça vous permet d'objectiver les irritants récurrents, puisqu'on est tous pareils, hein, des fois quand on entend une information, on va se dire: «Oui, c'est ça qu'il faut faire», alors qu'en fait on a 2 collègues qui n'ont jamais entendu cette information et vraiment de tout tracer, ça va nous permettre de voir quelle est la fréquence réelle, des irritants qu'on a observés et surtout il faut éviter de surréagir à un cas isolé. On entend un problème, on se dit: «Ah mon Dieu, il faut refaire tout le dispositif, il faut tout changer, c'est très grave». Au final, si on le met en lien avec les autres processus, si on le met en lien avec les fréquences et cetera, on va se rendre compte que c'est un cas qui est apparu en 10 ans, qui n'a pas mené à un réel dommage, pour le patient ou l'utilisateur et dans ce cas-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire la modification? La question va se poser. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PMS pour la usability, ce n'est pas refaire une évaluation sommative tous les ans. C'est vraiment prendre les informations et se poser les bonnes questions. Ce n'est pas non plus de transformer chaque réclamation, en CAPA, hein, comme on l'a vu. Le but, c'est d'abord de trier, de voir et s'il y a vraiment besoin de faire une action ou non et de la suivre.
Ce n'est pas mener une étude terrain lourde à chaque plainte. Comme je le dis, le but, c'est de collecter le maximum d'informations, mais si vous ne les avez pas, c'est pas grave, il faut quand même essayer de tracer l'événement pour voir s'il revient et si jamais il revient régulièrement, là, essayez d'aller récupérer plus d'informations. Ce n'est pas non plus conclure erreur d'utilisateur sans analyse, hein. C'est pas parce que l'écran démarre pas que c'est forcément dû à l'utilisateur. Peut-être qu'il y a eu un problème technique ce jour-là ou un problème au niveau de l'environnement d'utilisation. Ce n'est pas non plus créer un système parallèle au PMS existant. Comme je disais, le but, c'est de l'intégrer directement dans votre système. La PMS, vraiment, va être d'enrichir les données existantes avec le contexte d'usage nécessaire pour décider si un événement révèle d'un problème d'interface, de formation, de notice ou d'environnement. Si on prend un petit exemple très rapidement, donc ça peut être un automate diagnostic, un dispositif de préparation d'échantillons, un dispositif de traitement qui va nécessiter une confirmation de paramètres avant lancement. Eh bien, on a une réclamation qui survient, qui nous dit que le dispositif ne démarre pas toujours quand on appuie sur le bouton start. On se dit: «Ah bah mince, qu'est-ce qui se passe?» Mais là, impossible de conclure. Est-ce que c'est une panne? Est-ce que c'est le dispositif qui démarre pas? Est-ce que c'est un bug? Dans certains cas, bah, je sais pas, 1 fois sur 50, il décide de bugger. Est-ce que c'est l'utilisateur qui est mal formé? Est-ce que c'est un consommable qui était mal installé dans la machine? Est-ce que c'est l'interface qui n'est pas claire? Est-ce que c'est parce que toutes les conditions de sécurité n'étaient pas remplies? Là, quand vous avez ce cas qui remonte, vous ne pouvez pas déterminer si c'est lié à la usability ou non. L'étape 1, ça va être de collecter les bonnes données. Donc, on va aller demander à l'utilisateur: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Donc il va dire: «J'ai appuyé sur start, mais le traitement, le cycle n'a pas démarré». Qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh bien, il voulait lancer immédiatement le cycle après avoir vérifié les paramètres. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé une fois sur le bouton start, il a attendu et il a appelé le support ou alors il a recommencé la procédure, pardon, parce que ça ne fonctionnait pas. Il était dans un environnement clinique, un labo, pendant une phase de routine. Est-ce qu'il y a eu des dommages? Eh bien non, aucun. En revanche, ça a mené à un retard de prise en charge, un retard de résultat ou une répétition de la procédure. Donc là, pour savoir si c'est de la usability, ce qu'il faut se demander, c'est plusieurs choses. Donc là, on voit que l'utilisateur, il a fait une action dite raisonnable. Il a appuyé sur start pour démarrer. Jusqu'ici, rien de plus logique. Sauf que le dispositif, lui, a été conçu différemment. Pour le dispositif, appuyer sur start, ça veut d'abord dire qu'on a confirmé ses paramètres. Donc c'est une confirmation intermédiaire. Donc le problème, c'est pas l'utilisateur n'a pas suivi la procédure, c'est que son modèle mental ne correspond pas à la logique de l'interface. Pour lui, start égale démarrer mon analyse. Et start ne veut pas dire je confirme d'abord mes paramètres et ensuite je rappuie une nouvelle fois pour démarrer mon analyse. Donc, oui, c'est de la usability puisque ça a une interaction utilisateur-dispositif qui est impliquée, donc le bouton start, l'écran, les feedbacks du système. Oui, c'est une tâche critique ou une tâche importante. On va supposer qu'on était voir dans l'analyse des risques et ne pas lancer un cycle, c'était important puisqu'il y a un retard de traitement. Heu, oui, on a bien, une action inattendue ou incomplète puisqu'il a appuyé une seule fois au lieu de 2. Il y avait des facteurs contributifs puisque le libellé est ambigu, le feedback est insuffisant. Quand on appuie sur start, bah, start égale démarrer, on s'attend au début de l'analyse. Potentiellement au niveau de l'écran, on n'avait pas l'information nous disant que ça servait à valider les paramètres et qu'il fallait appuyer une seconde fois. Et on a bien une conséquence qui est un retard, un appel support, des répétitions et potentiellement des presque erreurs. Au niveau de l'analyse de la cause racine, eh bien, on se rend compte que le dispositif exige 2 actions. Un premier appui sur start pour confirmer les paramètres, le deuxième appui pour relancer, réellement le cycle. Mais l'écran, lui, il affiche seulement ready, press start ou alors après le premier appui sur start, il dit juste confirme. Rien ne vous dit qu'il faut de nouveau appuyer sur start pour, démarrer vraiment le processus. Donc là, on a un problème d'intuitivité, problème d'information au niveau de l'écran. Donc les hypothèses contributives pour ce problème, la première, c'est vraiment que le bouton start est utilisé pour 2 fonctions différentes, confirmer et démarrer. Le libellé start au niveau du bouton suggère une action immédiate. Le feedback après premier appui n'indique pas clairement que le cycle n'a pas encore commencé. L'état système confirmé mais non démarré n'est peut-être pas assez visible. La notice explique la séquence, mais l'interface ne la rend pas évidente au moment de l'usage. Et en environnement réel, l'utilisateur est interrompu entre les 2 appuis. Généralement, mettre 2 appuis sur un système, c'est bien pour valider des paramètres et cetera, mais on sait que sur des environnements très contraints, potentiellement, il fait un appui, il va faire autre chose et il a oublié qu'il fallait qu'il appuie 2 fois. Et donc au niveau des décisions, hem
On va recatégoriser la donnée initiale, hein, donc la plainte utilisateur, comme un signal usability potentiel. Si on a plusieurs plaintes similaires, on va faire de la surveillance de tendance. Si c'était une nouvelle erreur d'utilisation qu'on n'avait pas encore identifiée, donc on n'avait pas identifié que l'utilisateur n'arrivait pas à démarrer l'analyse, eh bien on va mettre à jour son dossier de gestion des risques, on va l'ajouter comme nouvelle erreur d'utilisation. On va aller voir si c'est une tâche critique ou non, hein, donc on va aller évaluer le niveau de risque associé. Même si c'est pas une nouvelle erreur, hein, que c'est une erreur qu'on avait déjà identifiée, on va voir si on l'avait bien identifiée. Et on va évaluer s'il y a besoin de faire un change design, un change au niveau du logiciel. Si jamais on ne fait pas de modification immédiate, peut-être qu'on va essayer de renforcer la formation à ce niveau-là, l'IFU ou autre. Après, encore une fois, attention, puisque qui dit changement de formation, changement d'IFU, dit quand même changement d'interface utilisateur, donc à évaluer l'impact pour voir s'il y a besoin de refaire une évaluation ou autre, pardon, mais ça peut être un changement moins coûteux que déjà refaire toute l'interface. Et idéalement, ce qu'on va chercher à améliorer, hein, c'est après le premier appui d'avoir un texte du type paramètre confirmé, appuyez à nouveau sur Start pour lancer. Ou des meilleures options encore seraient d'avoir deux boutons séparés, un bouton pour confirmer les paramètres, un bouton pour démarrer le cycle, ou afficher vraiment un tas très clair, cycle non démarré, paramètres confirmés, appuyez sur Start pour démarrer. Donc là, si jamais vous avez des questions, c'est l'occasion de les poser donc dans l'onglet questions-réponses. Donc je vous laisse les poser si vous en avez. Également, si jamais vous avez besoin d'un accompagnement sur votre dossier usability, nous on peut vous accompagner sur tout ce qui va être évaluation de l'impact, définition d'une stratégie, de la formation, préparation et réalisation de vos études et structuration des livrables attendus. Aussi, on fait de nouveau un webinaire, du coup cette fois-ci le 25 juin, consacré aux évaluations formatives. Donc vraiment comment utiliser les évaluations formatives pour améliorer votre interface et non pas les faire juste d'un point de vue réglementaire pour dire de faire bien dans le dossier, mais vraiment, en quoi elles vont vous être utiles. Et également, ce webinaire sera, disponible en replay, vous recevrez le lien juste après. Il faut savoir qu'on a aussi notre newsletter, hein, si jamais vous voulez en savoir plus sur l'aptitude à l'utilisation. Et sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous les replays de nos webinaires et de petites vidéos qu'on fait pour expliquer certains sujets d'aptitude à l'utilisation. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si jamais, il n'y a aucune question, eh bien, je vous propose d'arrêter pour, ce webinaire pour aujourd'hui et du coup, vous recevrez un mail avec le replay du webinaire et si jamais vous avez des questions qui vous viennent, par la suite, n'hésitez pas, hein, à nous contacter par mail. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne fin de semaine.